Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans notre 256e briefing éclairage sur l'actualité en Russie, avec donc nos deux experts aujourd'hui. Voilà, donc je sens que ça va être un point particulièrement intéressant, d'autant plus qu'il s'est passé beaucoup de choses à la fois ce week-end, puis là tout de suite, parce que c'était la fameuse réunion d'Istanbul. Alors, je suis pas certain qu'on ait déjà tous les résultats et les commentaires, mais bon. Nos experts étant toujours particulièrement bien renseignés, on aura sûrement des informations en avant-première. Donc le lundi, c'est l'international. Et on va commencer aujourd'hui avec Arnaud qui va nous parler de ce qui est passé à Moscou, mais de ce point de vue-là, quelles étaient un peu les manœuvres diplomatiques ou internationales qui ont pu avoir lieu et qu'est-ce qu'on peut en savoir. Et ensuite, Igor nous parlera plus particulièrement d'Istanbul. Arnaud, c'est à toi. Merci, Président. Bonjour à tous. Avant de revenir sur l'actualité très récente et de passer la parole à Igor sur Istanbul, je voulais effectivement revenir sur l'actualité sécuritaire de ce week-end en Russie, dire quelques mots également des derniers contacts russo-américains. Cela ne vous a pas échappé. Il s'est passé des choses importantes et graves en Russie. Hier et avant-hier, avec deux types d'événements dont on ne sait pas s'ils sont liés ou pas. Tout d'abord, deux explosions sur le réseau ferré euh, russe, dans l'ouest de la Russie, dans la région de Bryansk en particulier. Deux ponts ont sauté, se sont écrasés, le premier sur une locomotive de fret et l'autre dans la région de Bryansk sur un train de passagers qui a déraillé, faisant au moins 7 morts, plusieurs dizaines de blessés. Il s'agit de la catastrophe la plus grave depuis 2009, si ma mémoire est bonne. À l'époque, un train avait déraillé, lui aussi victime d'un attentat entre Saint-Pétersbourg et Moscou. Événement extraordinaire, événement tragique, avec une gestion médiatique et politique qui n'est pas très claire, puisque le parquet est revenu sur une première qualification, en tout cas sur un premier communiqué, le phrasé a été changé. Euh, pour autant que l'on sache à ce stade, le qualificatif de terrorisme ne figure pas, mais ça ne préjuge pas de la suite de l'enquête. Et on ne voit pas très bien ce que ça pourrait être d'autre en réalité que des actes terroristes. En tout cas, voilà, deux événements tragiques et assez extraordinaires. Et quelques heures plus tard, des attaques tout aussi extraordinaires conduites par les services secrets ukrainiens sur plusieurs bases aériennes russes, des bases aériennes, quatre ou cinq, qui présentent la particularité d'abriter, quoique le mot abriter est mal choisi en l'occurrence, des avions, des bombardiers à long rayon d'action. Les sites étaient donc dans les régions de Mourmansk, d'Ivanovo, de Rizagne, également en Extrême-Orient. Et peut-être aussi Engels, mais on n'en est pas tout à fait sûr. Euh, bon, tout ça a été décrit, a été montré sur toutes les chaînes de télévision, donc je passe rapidement, hein. En gros, il s'agit d'attaques de drones qui étaient prépositionnés dans des camions, dissimulés dans des camions qui ont été garés à proximité de ces bases. Les chauffeurs, pour autant qu'on puisse le savoir, n'étaient pas au courant de ce qu'ils convoyaient. Et ces drones auraient été assemblés, en tout cas, le dispositif aurait été mis en place dans la région de Tcheliabinsk. Euh, alors, on a tous vu ces images, hein, très spectaculaires, et relayées évidemment par les médias ukrainiens occidentaux et les chaînes Telegram russes d'ailleurs. Euh, Difficile de dire aujourd'hui le bilan exact. Il est
selon toute vraisemblance très inférieur à ce qui a été annoncé par l'Ukraine, qui, je rappelle, a annoncé 40 avions détruits, ce qui représenterait un tiers de la flotte stratégique russe. On est sûr pour l'instant de 6 avions détruits, 6 ou 7. Des Tupolev 95 pour l'essentiel, des Tupolev 22 M3 aussi, c'est-à-dire des avions en réalité assez vieux. Et question subsidiaire, on ne sait pas parmi les Tupolev 95 ceux qui effectivement étaient capables d'emporter des missiles de croisière et participer effectivement aux frappes contre l'Ukraine. Mais en tout cas, euh, euh, donc ça on le saura parce que tout se sait, tout se voit. Il y a des images satellitaires qui permettront d'apprécier l'impact au sens premier du terme. En tout cas, ce qui est certain, c'est que il s'agit d'un coup d'éclat remarquable et remarqué de la part de l'Ukraine à la veille des pourparlers d'Istanbul sur lesquels Igor va revenir. En quoi c'est un succès? D'abord parce que ça met en évidence les vulnérabilités persistantes de la Russie. Cela brouille également le narratif victorieux de Moscou. Ça sème accessoirement le désarroi au sein de la mouvance Z. Euh, donc c'est très clairement un gros coup comparable en termes d'image, me semble-t-il, avec l'attaque du pont de Crimée en octobre 2022. Euh, alors, à ce stade, et sous réserve qu'il ne soit rien passé au cours des 15 dernières minutes, le Kremlin n'a pas jugé bon de réagir. Il a été question hier d'une réunion du Conseil de sécurité nationale. Peut-être qu'elle a eu lieu, mais en tout cas, il n'en est rien ressorti de public et d'officiel. Fondamentalement, alors beaucoup s'interrogeaient, y compris moi-même, hein, sur les conséquences que pourrait avoir ce type d'action sur la participation russe pour parler d'Istanbul. En fait, la ligne qui a été choisie, c'est de continuer comme si de rien n'était. Euh, euh, alors, pour la suite, on verra quelle sera la position du Kremlin, hein. Schématiquement, il y a deux attitudes possibles. Minimiser, hein, comme ça a été le cas ces dernières années lorsqu'il y a eu des coups d'éclat. Je rappelle que, outre l'attaque contre Pankrimie, il y a quand même eu un drone qui s'est écrasé sur une coupole du Kremlin en mai 2023 et il ne s'est rien passé d'extraordinaire après cela. L'autre option serait évidemment de changer de braquet, ce à quoi Poutine s'est toujours refusé. Changer de braquet, qu'est-ce que ça pourrait vouloir dire? Mobilisation générale, frappe nucléaire. Alors, pour ce qui est des frappes nucléaires, on a vu passer beaucoup de choses hier dans les médias russes, parce que formellement, ce qui s'est passé hier pourrait, si l'on en croit les documents doctrinaux révisés récemment par la Fédération de Russie, donner lieu à une réponse nucléaire, y compris contre un État non nucléaire, puisque je rappelle que ce qui a été attaqué hier, c'est la composante aérienne de la force de dissuasion, en tout cas les vecteurs, les bombardiers. En réalité, personne ne croit à ce type de réponse. Alors la question dans ce contexte, c'est quel type de réponse extraordinaire, au sens premier du terme, mais conventionnelle, l'armée russe peut-elle euh, imaginer? Est-ce que c'est un nouveau tir de missile Oreshnik, cette fois-ci sur Kiev ou sur d'autres cibles plus symboliques que l'usine Yuzhmash de Dnipropetrovsk, qui avait été la première cible de ce missile? On verra. J'attire votre attention sur le fait qu'hier il s'est passé autre chose côté ukrainien, quelque chose d'assez important aussi, puisque le chef des troupes terrestres, le général Drapati, qui est quelqu'un de considéré comme très compétent, comme voilà celui qui, entre autres, est à la manœuvre à Pokrovsk. Il est très apprécié des troupes, très apprécié de ses homologues occidentaux. Il a remis sa démission à la suite d'une frappe de missiles russes qui aurait emporté de nombreux soldats et officiers ukrainiens ces derniers jours. Quelques mots avant de passer la parole à Igor sur le volet russo-américain dont on parle un peu moins que précédemment. Il y a eu en fin de semaine dernière plusieurs déclarations du général Kellogg, qui, je le rappelle, est l'envoyé spécial de Donald Trump pour l'Ukraine, et ces déclarations concernaient la Russie au premier chef, plus que, enfin,
autant que l'Ukraine en tout cas. Je rappelle que le général Kellogg est considéré à Moscou comme pro-ukrainien, à la différence de Monsieur Witkoff, qui fait preuve de plus de compréhension, en tout cas, c'est la perception générale à l'égard de la Russie. Eh bien, peut-être à contre-emploi, en tout cas de façon un peu inattendue, le général Kellogg a fait deux déclarations qui ont été bien accueillies par la Russie, et pour cause. La première, c'est qu'il a qualifié de légitimes les craintes russes face à l'élargissement de l'OTAN à des pays de l'ex-URSS, donc Ukraine, mais également Moldavie et Géorgie, ce qui confirme la position de Donald Trump sur la nécessité d'évacuer ce point de l'agenda. Et d'autre part, il a admis que l'Occident conduisait bel et bien une guerre par procuration à la Russie, avec la Russie en Ukraine. Et ce n'est pas rien euh, d'admettre ça publiquement quand on est euh, un haut responsable américain. Autre élément qui doit être relevé dans ce dialogue russo-américain de ces derniers jours, de ces dernières heures, il y a eu hier un entretien téléphonique entre les chefs de la diplomatie des deux pays, Sergei Lavrov et Marco Rubio. Là aussi, quelques détails intéressants. Alors le sujet, c'était évidemment Istanbul, la préparation de ces discussions auxquelles, je le rappelle, les Américains ne participent pas directement. Il n'y a que les Ukrainiens, les Russes et la partie turque qui jouent les intermédiaires. Eh bien, Marco Rubio a présenté les condoléances des États-Unis après la catastrophe ferroviaire de la région de Bryansk que j'ai évoquée. C'est intéressant, je ne sais pas, et là je parle sous le contrôle d'Igor, si les Européens l'ont fait. Mais ce sera très finement observé par la partie russe, on l'imagine. Et il a précisé par ailleurs que les États-Unis n'avaient fourni aucun renseignement à Kiev en vue de son opération contre l'aviation stratégique russe. Là aussi, on comprend que les États-Unis sont probablement inquiets du signal envoyé et de l'interprétation qui pourra en être fait en Russie. Et une fois n'est pas coutume, Donald Trump, que l'on sait loquace, euh, euh, eh bien, a gardé le silence. Il a gardé le silence, il ne s'est pas exprimé sur le sujet, sur ces sujets, Bryansk et les attaques ukrainiennes contre les bases russes, ce qui alimente les conjectures sur la responsabilité qu'il pourrait attribuer aux uns et aux autres en cas d'escalade ou d'échec des pourparlers d'Istanbul, sur lesquels on va revenir. Ces derniers jours, Trump renvoyait dos à dos Poutine et Zelensky. Il avait un peu élevé le ton contre Poutine. Est-ce que, après les attaques ukrainiennes, il fera preuve de plus de compréhension en cas de réponse très dure de la Russie, ou à l'inverse, est-ce que ça le confortera dans l'idée que Zelensky est très têtu, puisqu'il a utilisé la semaine dernière cet adjectif pour les deux hommes d'ailleurs, hein, pour Zelensky et pour Poutine, nous verrons. Mais en tout cas, ce silence est bien inhabituel dans un moment important, peut-être enfin, charnière est sans doute exagéré, mais en tout cas un jalon important du processus politique autour de la crise ukrainienne. Merci. Ah bah, j'imagine qu'il y avait un tournoi de golf important à Marelle-Lago, probablement ça. Alors, on a plusieurs réactions déjà avant de passer la parole à Igor pour un peu clore la partie russe d'une certaine façon. On parle de Mourmansk, qui semblerait qu'il y a non seulement des avions, mais aussi une base, notamment de sous-marins, qui auraient été concernés par les attaques. Vous avez des informations là-dessus? Alors, il y a eu hier après-midi, effectivement, dans l'embellement médiatique général en Russie, des rumeurs faisant état d'explosion sur la base navale de Severomorsk, qui, je le rappelle, abrite des SNLE russes. Cette information a été démentie très rapidement par le gouverneur. D'accord. Très bien. Alors, j'ai aussi vu passer, parce qu'on nous repose la question, mais je l'ai vu passer dans pas mal de commentaires, cette question qui est intéressante, qui pourrait engager la responsabilité américaine. C'est-à-dire que beaucoup de gens s'étonnaient de voir ces avions alignés sur les pistes comme pour un tir au canard. Et certains faisaient valoir que c'était une obligation par rapport au traité antinucléaire
où les États étaient obligés de montrer leurs avions aux satellites de leurs partenaires, et que donc la responsabilité de la sécurité de ces avions revenait aussi à leurs partenaires, donc les Américains. Qu'est-ce que vous pensez de cette forme de pensée, justement? Non, alors là, je pense au contrôle d'Igor, mais j'ai lu moi aussi ces papiers et cette clause, non, ce n'est pas une clause sérieuse. Donc non, il n'y a aucune obligation de laisser ces avions à l'air libre été comme hiver. D'accord, donc il n'y a pas d'excuse à cet alignement Non, dangereux. et d'ailleurs, ça fait partie des points qui sont soulevés par les 1000 blogueurs qui s'étonnent de voir que le ministère de la Défense n'a tiré aucune leçon d'attaques précédentes, attaques en territoire biélorusse. À l'époque, c'était un A-50, l'équivalent de l'AWACS russe, qui avait été très légèrement touché, mais quand même. Et puis, il y en a eu d'autres attaques depuis. Alors, est-ce que c'est très cher ou est-ce que c'est très long de construire des hangars sécurisés? Mais en tout cas, cette particularité russe interroge et à l'évidence et met en colère la mouvance Z qui constate que finalement ces signaux d'alerte et les leçons de précédents fâcheux ne sont pas tirés. Justement, ça aborde le dernier point qui est soulevé, c'est il disait qu'il y avait une certaine absence de commentaires et réactions de la présidence, en tout cas, ou du gouvernement. Quelles sont les réactions de la société, j'allais dire civile, mais pas forcément civile, puisqu'il y a aussi un aspect militaro-civil là-dedans? Qui est-ce qui a pris la parole? Et grosso modo, sur qui va endosser la responsabilité et sur qui va tomber le courroux et la responsabilité de cet échec? Alors, bon, d'abord, rappeler quelques évidences. L'Observatoire et la Chambre ne posent pas de questions de ce genre, ne font pas de micro-trottoir sur les questions militaires à Moscou. Bon, par contre, ce qu'on fait, c'est ce qu'on publie, en tout cas pour nos membres, c'est Diplomatia, voilà, un produit analytique qui expose justement les points de vue russes, les réactions russes, que ce soit dans la presse, dans Telegram. Et nous venons d'en publier un, et ce qu'il en ressort, c'est effectivement comment dire, des réactions mêlées de consternation, de colère, d'exaspération. Alors, pour ce qui est des conséquences, je dirais en termes de d'émissions ou pas, il faudra voir d'abord la portée exacte, parce qu'il y a eu hier encore une fois des images très spectaculaires qui sont, je pense, vraies, même si l'intelligence artificielle peut faire beaucoup de choses, il n'y a en l'espèce aucune raison de douter de la véracité des images faites par les drones eux-mêmes, sur les colonnes de fumée. Après, 6 avions ou 40 avions, c'est pas du tout la même chose. Euh, euh, alors, est-ce que Belousov est menacé? Je ne crois pas du tout. Le ministre de la Défense a pris ses fonctions très récemment. Il s'agit plus, si l'on regarde vraiment, si on veut dire les choses, il s'agit moins d'un problème de. Alors, il y a deux problèmes. Il y a un problème effectivement d'alignement, de non-construction de hangars qui, semble-t-il, avait été envisagé. Et puis, il y a un problème voilà, de détection à temps de ce type d'opération conduite par les Ukrainiens. Il ne s'agit pas, en l'occurrence, à la différence de précédentes frappes sur des bases russes, de problèmes de défense antiaérienne. Puisque, je le rappelle, hier, les drones, qui étaient de tout petits drones, sont partis de camions garés à quelques centaines de mètres seulement de leur objectif. Donc c'est plus la responsabilité de la sécurité intérieure en réalité que de l'armée. C'est ça. Bien, eh bien on va voir tout ça. J'imagine qu'on aura plus d'informations dans les jours qui viennent, donc peut-être jeudi on pourra aborder cette question-là. On aura eu d'ici là les meilleurs blogs qui se seront exprimés et on aura eu les 10 meilleures phrases, comme toujours, dans ce remarquable produit de Petite l'Observatoire. phrase. Voilà. Bien, Igor, qu'est-ce que tu as à nous dire notamment par rapport à Istanbul?
Merci Gilles. Bah, juste peut-être pour compléter le point d'Arnaud, c'est vrai que Belousov, comme on l'a dit, il y a d'autant moins de choses a priori à se reprocher qu'effectivement, c'est pas une défaillance de la protection des bases ou de la défense antiaérienne, parce que je veux dire, à partir du moment où vous avez un essaim d'une dizaine ou une douzaine de drones qui vient s'en prendre à ces avions qui sont au sol, je veux dire, c'est comme si vous étiez dans votre chambre et qu'avec un fusil, vous vouliez abattre des mouches ou des frelons. Enfin, c'est quand même très difficile à cette portée-là d'abattre ces choses-là. Donc effectivement, c'est d'abord une faille du renseignement intérieur et de la détection en amont de ce type d'opération. Et sur ta question concernant les réactions, moi ce que j'ai pu constater, c'est une grosse différence de traitement, et c'est peu de le dire, entre d'une part les réseaux sociaux et la mouvance Z, qui était effectivement tout de suite avec une réaction épidermique, une ébullition vraiment très 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 forte dont Arnaud a parlé, hein, réclamant effectivement des réponses très très fortes, pour pas dire violentes, de la part de la Russie. Et le traitement à la télé russe hier soir, quand vous prenez Russie 24, Россия 24 ou Perry Canal, je trouvais que le traitement était très mesuré en fait. Il n'y avait pas de cette ébullition et cet appel à une réponse aussi ferme. Donc moi, je l'ai interprété comme étant on se donne le temps, on laisse passer Istanbul, et la réponse arrivera de toute façon après Istanbul. Et alors, c'est pas circulé, rien à voir évidemment, parce que quand même l'événement était très surprenant. Mais voilà, plutôt une tendance à calmer un peu le jeu aux heures de grandes écoutes sur les principales chaînes d'information en Russie. Alors sur Istanbul, justement, contrairement à la dernière fois où on s'était parlé alors qu'il y avait le jour J, là, les pourparlers sont terminés. Alors où on tient ce briefing, ils ont duré un peu plus d'une heure. Ils ont commencé en début d'après-midi et se sont terminés en milieu d'après-midi. Donc entre les deux délégations russes et ukrainiennes, et en présence d'officiels turcs dans la salle des discussions, notamment M. Fidan, ministre des Affaires étrangères et ancien maître espion turc, avec d'autres représentants de la Turquie. Euh, Sans surprise, pas de percée majeure, et en fait, il s'est passé ce que j'avais un petit peu prévu quand tu m'avais posé la question, Gilles. Les deux délégations se sont entendues uniquement sur un point, à savoir un nouvel échange de prisonniers. Il y avait deux gros sujets, on va dire. Enfin, il y avait le sujet des mémorandums, dont je rappelle que les Ukrainiens avaient transmis leur texte aux Russes en amont d'Istanbul, alors que les Russes avaient affirmé qu'ils transmettraient leur version du mémorandum à la délégation turque, à la délégation ukrainienne, le jour de la rencontre à Istanbul. Donc il y avait un décalage, si vous voulez, dans la réception des documents, mais ceci étant dit, on avait eu dans les grandes lignes le contenu des documents par les fuites qui avaient été faites de part et d'autre. Pour le document ukrainien, d'ailleurs, leur document russe, j'en avais parlé la semaine dernière, je reviens pas dessus, hein, j'avais dit qu'il n'y avait pas de grands changements dans l'esprit du texte par rapport à ce qu'on avait pu voir de documents publiés par la Russie depuis décembre 2021. Pour le document ukrainien, en gros, c'est un document de 5 pages, 4 ou 5 pages, avec un premier point sur les principes directeurs qui devraient guider la résolution du conflit. Il y a un point ensuite sur le cessez-le-feu et un point sur la rencontre entre les présidents, Poutine et Zelensky, qui devrait, selon les Ukrainiens, advenir. Il y avait trois points à l'ordre du jour de la rencontre de tout à l'heure à Istanbul. Il y avait donc un point sur l'échange de prisonniers, un point sur le cessez-le-feu et un point sur la discussion autour de la rencontre entre les présidents, qui est donc dans ce mémorandum ukrainien. Et donc l'accord a été trouvé uniquement sur le premier point, celui des échanges de prisonniers, et pour l'instant, aucune avancée, rien de substantiel sur à la fois le cessez-le-feu. Donc, je rappelle que les Ukrainiens, depuis le début de cette séquence, mettent en avant la nécessité d'un cessez-le-feu inconditionnel avant de s'attaquer au fond des discussions, et encore moins d'avancée sur la rencontre entre les deux présidents, la position de la Russie étant que la rencontre entre les présidents peut en théorie intervenir, mais elle doit venir entériner un processus diplomatique et non pas, comment dirais-je, l'accompagner. Alors, sur l'échange de prisonniers, les Ukrainiens, je rappelle, avaient demandé en amont de la rencontre d'Istanbul, on l'a su hier ou avant-hier, je me souviens plus, qu'ils demandaient, qu'ils exigeraient un échange sur la base du tous contre tous, ce qui a peu de chances d'aboutir, parce qu'en général, quand vous exigez le tous contre tous, ça veut dire que la partie d'en face a plus de vos prisonniers que vous-même, vous n'avez de prisonniers de la partie d'en face, ce qui paraît logique. Bon,
même si nous n'avons pas les chiffres, mais cette déclaration des Ukrainiens vient confirmer l'intuition que j'avais il y a 2 semaines quand on parlait du nombre de prisonniers. On n'a pas de chiffre exact, hein, vous l'imaginez bien, mais j'avais laissé entendre qu'il y avait a priori plus de prisonniers ukrainiens entre les mains des Russes que l'inverse, et donc a priori ça semble se confirmer avec cette exigence des Ukrainiens qui n'a pas été satisfaite. En revanche, ils ont trouvé un mode selon lequel ils vont se pencher donc sur l'échange de prisonniers. On n'a pas de chiffres, mais avec deux critères. Un, les prisonniers lourdement blessés, et deux, les prisonniers âgés de 25 ans ou moins, donc les jeunes combattants, on va dire. Voilà, donc ils vont, comme pour la fois précédente, maintenant travailler sur des listes de noms, concrètement pour savoir qui est changé. On verra si dans le lot il y aura aussi des représentants, enfin des civils, des prisonniers civils, ce qui avait été le cas lors du précédent échange. Est-ce qu'il y a des civils qui ont été lourdement blessés? C'est peut-être possible, on verra. Mais en tout cas, c'est les deux critères qui sont retenus. Donc moi, l'impression que ça me laisse, c'est que à l'issue de cette discussion, bah, c'est que les deux délégations ont entre guillemets gagné de 10 à 15 jours, parce qu'on peut estimer qu'ils vont se revoir d'ici 10 ou 15 jours pour faire un nouveau point sur comment ils ont interprété les mémorandums qui ont été remis par la partie adverse. Entre-temps, il y aura eu l'échange de prisonniers. Donc c'est vraiment des petits pas et toujours en faisant mine de ne pas saboter les pourparlers, ne pas saboter le processus, donc ne pas s'attirer les foudres de Trump, ce qui veut dire pour les Russes éviter potentiellement de nouvelles sanctions, et pour les Ukrainiens le maintien en l'état de l'aide américaine, ni plus ni moins. Alors que si jamais Trump était pris d'une nouvelle, comment dirais-je, bouffée de colère contre l'un ou contre l'autre, eh ben, ça pourrait se traduire évidemment par des décisions que Russes comme Ukrainiens cherchent à éviter. Puis dans le fond, ils veulent pas vraiment ni négocier ni discuter. Ils y vont un peu contraints et forcés par Trump, par la diplomatie de Trump, la diplomatie du bulldozer. Et sur le fond, on comprend bien qu'il n'y a pas vraiment d'envie d'avancer. Alors, il y a un point, c'est qu'il y a un sondage Levada, dont je rappelle, qui est considéré comme agent étranger par les autorités russes, hein, qui est sorti aujourd'hui sur la perception par l'opinion publique russe, puisque tout à l'heure tu posais la question de l'opinion publique russe, Gilles, de cette séquence à Istanbul. Alors, ce sondage lui-même, en fait, est une partie d'un sondage plus général qui est réalisé par Levada tous les mois sur l'état d'esprit des Russes à l'égard du conflit en Ukraine en général. Il y a tout un tas de questions qui leur sont posées, toujours les mêmes, depuis février 22. Et donc, comme ça, on peut voir les variations. Bon. Et il y a cette nouvelle question qui a été introduite, vu la nouveauté de cette séquence à Istanbul, sur comment est-ce que vous percevez ces pourparlers à Istanbul. Et sans surprise, encore que 87% des Russes soutiennent cette séquence de discussion à Istanbul. Donc, il y a une adhésion quand même massive, hein, de l'opinion publique au fait de parler aux Ukrainiens à Istanbul, de se rencontrer à Istanbul, qui a une phase diplomatique, même si pour l'instant, elle ne débouche sur rien. Ce qui permet de ne pas polariser, je dirais, outre mesure les sondés. Et ensuite, on leur demande on leur pose une question en fait avec deux entrées. On leur dit, à votre avis, il faudra un cessez-le-feu tout de suite, ou est-ce qu'il faut qu'on discute tout de suite du fond du problème? Et là, 73% disent non, il faut qu'on discute tout de suite du fond du problème, ce qui est la restitution de la ligne principale, hein, du mainstream, qui est donc en Russie, à savoir pas de cessez-le-feu, on continue de se battre pendant que les discussions sur le fond du problème doivent être mise en œuvre, ce qui corrobore, je dirais, les résultats obtenus précédemment par l'Evada sur la perception qu'ont les Russes de ce que devrait être un accord de paix avec l'Ukraine, qui se rapproche quand même, il faut le dire, d'une capitulation de Kiev. Voilà. Merci beaucoup. Oui, oui, donc mais malgré tout, ces 87% montrent quand même un désir de paix, fondamentalement. C'est au moins le côté rassurant, on va dire. Voilà, donc quel est votre sentiment sur la réaction de Trump? Et je sais que l'homme est imprévisible et ce silence est presque inquiétant d'une certaine façon. Quel est votre On, sentiment là-dessus? Si vous aviez on l'attend. une pièce à mettre, ce serait sur quoi? On attend sa réaction, enfin on l'attend pas, je ne sais pas, mais il y aura a priori une réaction vu le personnage, très certainement sur son réseau social, puis reposté ensuite sur X. Mais pour l'instant, à surveiller. Le silence en tant que tel est déjà une réaction, donc c'est peut-être attendre de voir, hein, ce qui va se passer. Mais surtout si les Russes apportent une réponse
à l'attaque qui a été perpétrée hier contre les bombardiers stratégiques. Alors de cette ampleur-là, par ce mode-là, c'est vraiment une première. C'est très surprenant comme mode d'action. C'est une nouvelle démonstration de la capacité des Ukrainiens à innover dans l'emploi de systèmes qui peuvent déjà exister. En revanche, le fait de s'attaquer en dehors des proportions, hein, le fait de s'attaquer à des appareils de l'aviation stratégique, comme l'a dit Arnaud, c'est pas la première fois. On l'avait vu dans le sud de la Russie, vers Saratov notamment, déjà par le passé. Et il s'était aussi attaqué au radar de détection d'alerte avancée d'Armavir. Donc ça, qui est un énorme radar dans le sud de la Russie, hein, qui permet de voir, entre guillemets, jusqu'à des milliers de kilomètres en direction donc, du sud-ouest de la Russie, et qui avait été attaqué par des drones et légèrement endommagé, mais ce qui était déjà un élément qui prouvait que les Ukrainiens cherchaient à s'en prendre à des infrastructures qui ne sont pas directement impliquées dans ce qu'on appelle l'opération spéciale en Russie, mais qui néanmoins, évidemment, sont les infrastructures militaires stratégiques. Merci beaucoup. Eh bien, je crois qu'on va s'arrêter là. On a une question qui est du domaine économique. C'est pas si jamais vous pouvez lancer. Quelles sont les prévisions pour l'euro pour les prochains mois? Donc, je ne sais pas si c'est lié à Istanbul ou pas, mais est-ce que vous avez une petite idée? Quel est le sentiment à Moscou sur l'évolution? Le sentiment, c'est que le rouble est trop fort et que le gouvernement veut le faire baisser. Pourquoi? Pour la raison que j'ai expliquée à maintes reprises, c'est que la conjonction de prix du pétrole relativement bas, même s'ils sont aujourd'hui en phase avec le budget révisé et d'un rouble fort, eh bien, ça fait moins de pétro-roubles dans le budget. Donc, il y a toujours un affermissement du rouble vis-à-vis de dollar, de l'euro, ce qui produit malgré tout des effets positifs, notamment sur l'inflation. On sait qu'une partie de l'inflation est une inflation importée. Euh, euh, mais globalement, aux yeux des autorités, c'est quand même plutôt négatif. Donc, je ne saurais dire à quelle échéance ça va se produire. Il y a des facteurs techniques aussi, hein, de retour de rapatriement de devises, achat, demande plus ou moins forte de la part des importateurs de devises. Et donc, comme les volumes sont extrêmement faibles, il peut y avoir des fluctuations fortes. Ceci dit, on est quand même face à une tendance, hein, depuis le début de l'année, raffermissement par rapport au dollar de plus de 20%. C'est significatif. Ce n'est pas simplement voilà, une courbe ou une pointe statistique, mais l'ensemble des observateurs attendent non pas une dévaluation, mais à ce que le dollar revienne à des niveaux plus proches de ceux du début de l'année, 90, entre 90 et 100. Donc on verra s'il y a bien une leçon qu'on peut tirer après quelques mois et a fortiori quelques années de vie en Russie, c'est que c'est un sujet parfaitement imprévisible, de même que en réalité commenter les prix du pétrole ou faire des pronostics sur le prix du pétrole est tout aussi vain, on est toujours démenti. C'est vrai qu'il s'est étonnamment renforcé, puisque je crois avoir vu passer hier qu'il était coté en dessous de 90 pour 1 euro. On pouvait la voir à 89, voire à 88 selon la banque en ligne, hein, qu'on trouvait. Donc c'est vrai que c'est vrai que le rouble paraît toujours trop fort. Il y a un élément à prendre en compte, Arnaud parlait du pétrole, c'est la décision de l'OPEP+, d'augmenter la production de pétrole qui a été prise avant-hier, lors de la réunion trimestrielle d'appréciation en fait, des quotas, contre d'ailleurs l'avis de la Russie, mais qui s'est rangé à l'avis général, ce qu'il faut relever, puisqu'ils ont décidé d'augmenter la production de plus de 400 000 barils, je crois 411 000 de mémoire barils jour. Donc là, on comprend que c'est pas une problématique strictement liée, je dirais, à la Russie qui a guidé cette décision de l'OPEP+, surtout que la Russie, a priori, était hostile, mais c'est plutôt la décision de l'Arabie Saoudite de taper donc, en ouvrant les vannes pour, comment dirais-je, causer enfin, un des rapports de force, je pense, sur le prix du pétrole par rapport aux États-Unis notamment, et puisque le prix du pétrole risque de baisser un petit peu. Donc ça va aussi avoir des conséquences pour le budget, hein, puisque je crois que cette année, le budget table sur un baril à 60, j'ai plus le chiffre exact, 66 peut-être, 68, Ça a été révisé à la baisse, hein. Ça a à été réviser, révisé à la baisse. voilà, réviser à la baisse, sinon le déficit va être trop important. Alors là, ça risque de chuter encore, de diminuer encore, parce qu'on va mettre plus de barils chaque jour sur le marché. C'est pour ça que les Russes, a priori, étaient hostiles à cette décision. Mais ce qui peut avoir aussi un impact conjoncturel,
sur l'appréciation du rouble dans les semaines qui viennent. Merci beaucoup à tous les deux. On va arrêter le briefing ici. Donc, nous nous retrouvons jeudi à 17h30, comme toujours, heure de Moscou, pour le briefing donc plus large, cette fois-ci où Arnaud nous parlera plus en profondeur de la politique et de l'économie russe, et puis avec toujours, bien entendu, les informations qu'on aura sur l'aspect diplomatique, et notamment, alors d'ailleurs, juste avant de se quitter, c'est quoi la prochaine étape? Il y a déjà quelque chose, une date prévue pour Istanbul ou pas du tout? Alors, sous réserve qu'il n'y ait pas eu de déclaration pendant notre briefing, de point presse ou je ne sais quoi. Pour l'instant, il y a ces calendriers ouverts. Si ça suit le mode de fonctionnement du précédent tour de discussion, ils vont retourner chacun chez eux avec le mémorandum, établir d'autre part les listes de prisonniers à échanger et puis se livrer un échange de prisonniers dans les jours qui viennent. Voilà. Et après ça, il devrait y avoir une nouvelle rencontre, ne serait-ce que pour discuter du contenu des documents dont les deux délégations ont pris connaissance entre-temps. Très bien. Et donc, retrouvons-nous jeudi, 17h30. D'ici là, comme toujours, la CCI France-Russie se tient à vos côtés. Tenez bon.